Et en face, c'est Paris-Rhône. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Les voix de Stéphane Guy et de Paul Le Guen, élément mémoriel inoubliable de la remontada du FC Barcelone face au PSG, c'était en 2017. Une rencontre de légende que l'on retrouve évidemment dans votre nouveau livre, Chérif Guémour, Remontada, panorama des comebacks les plus fous du foot. C'est publié aux éditions Larousse en cette rentrée. Chérif, est-ce que ce Barcelone-PSG est selon vous la plus folle des remontadas ? C'est la plus médiatisée parce que déjà il y avait un grand club et c'était un truc quasiment impossible. Statistiquement, aucune équipe qui avait perdu par 4 buts d'écart, mais 4 vrais buts, un 4-0, déjà en Ligue des Champions. Voilà, en Ligue des Champions ne pouvait remonter, donc c'était plié à l'aller. Ensuite, c'est le Barça, le Nou Camp. Messi est encore là, Neymar est encore là, Suarez est encore là. Voilà, donc il y a ça et il y a le PSG. Alors c'est pas Liverpool, c'est pas, mais il y a pas mal de paramètres qui font que, ouais, historiquement, c'est peut-être la plus grande, peut-être. Ouais. Benjamin, Alexis, vos souvenirs personnels de ce match ? Le mot remontada, ça fait mal, quoi. Ça pique les yeux, tout simplement. Chérif rappelle qu'il est entré dans le dictionnaire. Oui, dans la Larousse. Ah, mais c'est ce dont on parlait avec Chérif avant de commencer l'émission. C'est remontada. C'est vrai que c'est devenu, en tout cas en France, un phénomène, ce mot, à compter de ce foutu PSG Barcelone. C'est même repris en politique par un C'est repris par tout le monde. C'est assez incroyable. C'est dingue. C'est vraiment devenu un phénomène. Mais en tout cas, ce bouquin nous permet de nous en remémorer plein d'autres et. Oui. Allez, PSG Stéo à Bucarest pour les supporters parisiens qui nous écoutent pour leur rendre le moral. Je voulais ajouter une précision, c'est que après cette remontada, il y en a eu un paquet d'autres aussi après, notamment avec Ligue des Champions, avec l'Ajax. C'est pour ça que celle-là a été marquante parce que c'est le point de départ. Il y a eu d'autres remontadas. On va y revenir dans le détail. Mais surtout dans la foulée, il y en a eu un paquet. Alexis, ouais, ce que j'allais dire, pour moi, ce souvenir, j'ai un souvenir de vol pour les clubs français. D'un petit club contre un grand club par rapport à toutes les décisions arbitrales. Mais ce qui est intéressant et ce qui fait du bien avec ce livre, c'est qu'on voit que les remontadors existaient avant et on continue après. Et que donc, c'est pas un phénomène. Après, sur ce match du PSG, quand même, il y a autre chose dans les statistiques que prennent pas en compte, c'est l'écart entre les deux matchs. Parce que avant c'était souvent 2 semaines. Là, c'était 3 semaines d'écart. Ça change un peu aussi toute la donnée statistique sur le 0%. Et je pense que ce match a quand même finalement une utilité parce que c'est sans doute ce qui a aussi convaincu les Qataris d'écraser le Barcelone derrière. Si Neymar est venu au PSG derrière, c'est sans doute grâce à ce match. J'ai l'impression que ce match... Et Messi. J'ai l'impression que ce match a quand même piqué au vif nos dirigeants qataris et voilà, il les a convaincus de encore passer une dimension en écrasant le Barça. Chérif Guémour, Didier Roustan présente le football comme dirait Bernard Tapie, ils ont compris. Comme métaphore de la vie. Dans cette perspective, qu'est-ce que symbolise la remontada ? Alors, les remontadas, est-ce que c'est pas juste cela, c'est la... De manière générale. La pulsion de vie. La pulsion de vie qui l'emporte toujours sur l'attirance pour la mort, l'abandon, le découragement, le désespoir. C'est ça que le football est à l'échelle de la vie. De toute façon, quand on croit que tout est perdu, en fait, il reste encore... Des ressources humaines, c'est ça, les ressources humaines, on les connaît pas, on se connaît pas, on sait pas comment on réagit dans telle situation, est-ce qu'on aura le courage, est-ce qu'on aura la force, est-ce qu'on aura encore la volonté, entre guillemets, de vouloir vivre et de passer l'obstacle, et inversement, il y a aussi tout le côté dépressif, c'est-à-dire on a réussi, que ce soit dans la vie, l'existence, dans tous les domaines de la vie, on a réussi, il y a une quiétude qui s'installe, une certaine sécurité. Et du jour au lendemain, tout s'écroule, on est en difficulté, il y a le feu à la maison, et on chute, et souvent c'est une chute sans fin. C'est pour ça j'insistais sur la fameuse remontada quand Liverpool gagne la finale de Ligue des Champions contre le RC, pardon. Il y a un témoignage assez poignant de Andrea Pirlo. Il est tombé en dépression. Alors la dépression, c'est tout ce que ça implique. Perte de sommeil, perte de l'appétit, la sensation que tout s'arrête. Il a pensé à arrêter le foot. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va dans les deux sens. Il y a une expression que j'aime pas, la fameuse ascenseur émotionnel. On va parler des montagnes russes, que ce soit dans l'existence ou alors dans... C'est ça dont parle aussi Didier Roustan. Mais il y a ceux qui ont, touché le ciel de leurs mains,
avec les remontadas qu'on a réussi. Et ceux qui sont descendus en enfer, mais vraiment en enfer. Et Pirlo, il en parle. Et ça n'a pas duré qu'un jour, ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et lui, en plus, il a eu la chance d'exorciser ça en gagnant la Ligue des Champions 2 années après. Donc, il s'en tire pas mal. Mais il y en a, ils s'en remettent jamais vraiment. La première remontada que vous sélectionnez, Chérif, c'est la finale de la Coupe du Monde 54. La RFA affronte la Hongrie et finit par l'emporter. Vous écrivez que ce triomphe dessine la remontada historique de la RFA après la Seconde Guerre mondiale. En quoi certains scénarios de match rendent compte finalement d'un moment de l'histoire d'un pays, d'une ville ou d'un peuple ? Surtout pour celle-là. Alors déjà, je vais repréciser, le principe de remontada dans mon livre, c'est quand il y a 3 buts à remonter, soit au cours d'un match, soit au cours d'un match aller-retour. Alors, en l'occurrence, la finale de 54, il n'y avait que 2 buts à remonter, parce que l'Allemagne était menée de 2-0. C'est tout ce qui a suivi après, parce que l'Allemagne avait été mise au banc des nations, on sait pourquoi, et ils n'étaient pas favoris. Et c'était évident qu'ils allaient perdre 2-0. Ils avaient perdu d'ailleurs en poule contre la Hongrie dans cette Coupe du Monde. C'était l'équipe B en fait. J'en parle dans mon livre. C'est peut-être un peu pour ça que les Hongrois se sont vus trop beaux. Et c'est pareil. Ce qui est intéressant dans ce match, évidemment, il y a une sorte de remontada diplomatique et politique. Parce qu'après ça, ça accompagne le miracle allemand. Mais dans l'inconscient collectif allemand, ce match-là compte. Alors il y a le miracle économique une fois de plus parce l'Allemagne s'est redressée relativement vite, mais il y a comme point commun dans l'inconscient collectif allemand, il y a cette victoire qui a, comme nous, la France Black Blamber de 98. Est-ce que ça a été alors une illusion? Très certainement, mais tous les gens sont descendus dans la rue et ça a été un événement fédérateur. Donc on sait que au moins une fois, tout le peuple de France s'est rassemblé dans la rue pour fêter quelque chose. Qu'est-ce qu'il en reste? Des choses positives, des choses négatives, des désillusions, mais c'est les événements marquants. Alors, ce qui est assez remarquable, et vous le soulignez à plusieurs reprises dans le livre, c'est que plusieurs de ces matchs entrés dans la légende n'ont pas été diffusés à la télévision. Alors, c'est notamment le cas de Saint-Etienne Hajduk Split en 74, Real Madrid Derby County en 75, Barça FC Metz en 84. Personne n'y croyait à part les joueurs concernés finalement. Et ben voilà, c'était l'époque où les chaînes de télé faisaient des choix. Là, tout est diffusé, donc la question se pose plus. Ça ajoute à la dramaturgie et ça ajoute à la légende. Parce qu'évidemment, après, il va falloir retrouver Si on écoute les supporters stéphanois, ils vous diront tous qu'ils y étaient ce soir-là. Et donc, on va arriver au chiffre de 80 000 personnes. Or, c'est pas vrai. D'abord, le stade ne faisait que 40 000 personnes et je crois qu'ils étaient que 25 000. Non, mais c'est ce qui ajoute à la légende. Pourquoi on parle encore de Metz aujourd'hui? Il y a même un bouquin qui est sorti il y a quelques années. Tout simplement parce que ça n'a pas été retransmis. Puis bon, là, c'était le Grand Barça. Ça ajoute à la légende. Alors la remontada, ce sont aussi des moments de télé quand c'est diffusé, évidemment. Nous sommes en août 1997. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet sont aux commandes. Leonardo va rechercher la tête de son compatriote. Ça va plonger au premier poteau. Voilà, premier poteau. Et bien vu Jean-Michel. Benjamin Alexis, où est-ce que vous étiez en je sais plus, mais en tout cas, je me rappelle de tout. Je me rappelle de Rai, je me rappelle de Simone, je me rappelle de Maurice, je me rappelle de Leonardo, je me rappelle de. C'était magique. C'était magique. J'avais été à l'entraînement du PSG avant et Laurent Fournier qui avait été. Tu avais senti quelque chose? Et Laurent Fournier qui avait été pris à partie par un supporter, a dit c'est de ta faute et tout. Il avait vraiment été marqué par cette remarque débile. Mais on sentait les joueurs hyper concernés autour de lui. Je me rappelle que d'autres étaient venus le défendre en disant que le supporter qui avait fait cette remarque était évidemment ridicule. Mais ce match était extraordinaire. C'est l'un de mes premiers souvenirs de supporter. C'est magique. Alexis? Après, il ne faut pas oublier que c'est 97. C'est le PSG qui est 5 fois demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Donc oui, on le sentait avant. Enfin, c'est une bonne équipe aussi, attention. C'était Bucarest. Ils avaient perdu l'aller. Paris avait perdu l'aller. Si je dis pas de bêtises. 3-0, mais avec le. 2-0, 3-2 et 3-0 sur tapis vert. 3-0. Il n'y avait pas de prolongation pour ce match. Il fallait gagner 3-0. Ils étaient éliminés, il me semble. Non, mais il n'y avait pas de prolongation. Ce que je veux dire, c'est que. Après, c'est facile de parler après coup, mais bon, c'était Bucarest. On savait que Paris pouvait le faire. Est-ce qu'il y a toujours un risque que ce ne soit pas fait?
Mais on sait que ça peut être. Ah, Le moi, match j'étais s'est pas- déroulé j'étais pas- parfaitement. j'étais Le match pas- s'est déroulé parfaitement. Ouais, mais j'étais Rai pas si marque sûr. peut-être dans le premier Oui, quart oui, d'heure. ouais. C'est vraiment. 4-0 à la mi-temps. Voilà, le scénario Attends, est parfait. Faut pas Moi, oublier j'étais pas qu'on si s- sûr. Non, mais on sortait de 4 ans. Enfin, faut rappeler les performances. Ah non, quand on bien regardait sûr. les 0 PSG, il y avait quand même un effectif 6 qui demi-finales savait d'affilée. gagner, qui. On Ouais, avait il y avait de battu l'expérience, Parme, il y on avait avait de battu la l'expérience, il y avait de Corogne. l'expérience européenne. Sur des demi-finales de Coupe d'Europe, il y avait une Six. équipe qui pouvait le faire. 6 demi-finales, je suis d'accord. Chez Guémour, la remontada, c'est le moment que choisissent les grands joueurs pour montrer qu'ils sont au sommet de leur art, que ce soit le cas pour Paris ou avec Liverpool ou la RFA. Ouais, en général, il y a toujours l'homme de la remontada. Donc, il y a un homme emblématique du Real Madrid, c'est Santillana Juanito. et Camacho, tu en Ouais, parles. Hein. Santillana, Camacho, puis surtout Juanito. Juanito, c'est un très grand joueur du Real. Et lui, c'est un warrior. C'est pas un joueur de foot, c'est pas quelqu'un de motivé, c'est un warrior. À tel point que lui, c'est lui qui a rédigé les 10 règles de la remontada. Il les a rédigées par écrit. Donc, j'en citais 2 ou 3. Dans le couloir qui mène, on regarde l'adversaire droit dans les yeux pour lui montrer qu'on n'a pas peur. On prend l'engagement. Le premier tir, c'est pour nous. Et la première faute sur l'adversaire, c'est nous. Il en a mis 10 comme ça. 10 comme ça. Donc, C'était Juanito, suivi par Barcelone contre Paris. Barcelone, c'est Neymar. Rai contre Steaua, c'est Rai. Donc voilà. Et Léo. Oui, Léo, mais surtout Rai. Ouais, c'est Rai, ouais. Non, Triplé, c'est il a Rai. triplé. Voilà. Rai, capitaine. C'est. Ouais. Je ramasse le Il ballon. marque le premier, exactement. Il va et chercher le ballon, il voilà. le ramène. Ouais. Et avec le point, je fais lever magique. le public. Donc, non, dans la remontada, il y a. C'est vrai Il y a que souvent dans le sens de Chérif, ce qui est beau dans la remontada, justement, c'est que en fait, c'est pas tellement le talent qui fait la différence, c'est la tête, c'est l'homme. Oui. C'est ça qui est génial. Est-ce que vous évoquez aussi la peur panique, il y a une expression en espagnol, miedo escénico, c'est ce qu'on dit bien. En gros, c'est le track avant de monter sur scène. C'est justement cette mystique du Real Madrid dans les grands matchs, et notamment les matchs de Coupe d'Europe. C'est là que la remontada, en fait, c'est très lié à l'histoire du Real en général. Hein. On sait que, d'ailleurs, contre le PSG, les Catalans avaient catalanisé le mot remontada. Enfin bon, bref. Et donc, on parlait de quoi du Real ? Du Real et enfin, Ouais. des Ah ouais, performances des grands joueurs. la peur, eh ben c'est en fait c'est la réputation qu'ils ont installée. Alors on reprend une autre phrase de Juanito. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Donc C'est voilà. ce que chantent les supporters, je crois. C'est ça Oui, c'est toujours sur des banderoles, mais ça fait partie du truc quand on va à Bernabéu, même quand on a gagné 4-1, 5-1 à l'aller, quand on va au Real Madrid, on n'est pas sûr d'en revenir vivant. On a parlé de Paris à travers le match contre Barcelone et contre le Ch'taoui. On peut parler aussi de Marseille, cette fois en championnat, août Montpellier. 99. Montpellier, évidemment, 4-0 à la mi-temps. 5-4, ouais. Avec un doublé de Bakayoko. Bakayoko, Ça tout à doublé, fait. hein, si On je s'en dis pas de rappelle. bêtises. On s'en rappelle. Un but de. Ouais, on s'en rappelle. Et Diarra, alors, je alors, tu rappelles qu'il y a plusieurs ex-Marseillais qui sont sur la pelouse du côté montpelliérain. Il y a Gravelaine, il y a Bails, il y a Il y a Dos Santos qui est de l'autre il côté. y a non Sauzé qui est de retour Tout à fait, en ouais. France. Ouais. Le scénario de ce match, c'est quoi ? Il y a Courbis, alors on a préparé ce son, mais le son n'est pas de très bonne qualité. Ouais, Il y a on Courbis peut qui pas, s'adresse, tu en parles dans le À la livre, mi-temps. à la mi-temps à Marseille. Lou Nicolin. Marseille est mené 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Et Marseille est complètement Et dans c'est le la garage. grosse équipe de Marseille, avec des champions C'est du la monde. grosse équipe avec des champions du Ouais. monde, absolument. Le Vélodrome est archi comble. On sort de la Coupe du Monde, donc il y a une ambiance. Et ils sont menés 4-0. Et on voit à la mi-temps, les joueurs reviennent sur le terrain. Et il y a donc. Roland Courbis. Ouais, Roland Courbis. Et en face, il y avait Louis Nicolin, Nicolin et Michel Mézy. Et Michel Mézy, ils marchent gaillardement et tout. Et puis il y a Courbis, il y a Roland Courbis, il est un peu électrique et tout. Et puis il passe devant, il dit quand je passe qu'on m'a gagné 5-4. Et t'as Louis Nicolin, il dit ça, c'est des couilles. Et j'y crois. Et Et ils le font. et c'est en direct sur Canal+, on voit ça. Mais évidemment qu'on n'y croit pas. On se dit, Marseille va limiter la casse. Et en fait, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Et Notamment 5-4 avec dans les Christophe derniers. Dugarry qui Ouais. entre. Ouais. Avec une partie des supporters marseillais qui commençaient déjà à quitter, parce qu'en fait, ils n'ont pas marqué tout de suite à Marseille. Donc, qui commencent à sortir du Vélodrome, mais qui restent... Parce qu'ils entendent peut-être à la radio que le match Ouais. est en train de tourner. non, puis ils entendent aussi les clameurs et tout. Ils sont pas rentrés à la maison. Ils étaient encore dans les entrailles du stade, comme on dit. Un dernier mot sur un match de Ligue des Champions, enfin 2 matchs de Ligue des Champions, ceux de Manchester United, notamment la finale
99. Et il y a un homme, tu insistes sur le sens du sacrifice de Roy Keane lors de la demi-finale cette fois, donc c'est contre Turin à Turin. Ouais, parce que donc il y avait eu 1-1 à l'aller, Juventus Manchester United, il y a 2-0, donc là on repasse dans les 3 buts à marquer. Enfin bon bref. Et Manchester United est éliminé de toute façon, donc ils sont menés 2-0, c'est fini. Et voilà, il y a un joueur qui sort du néant. Ça peut pas être n'importe qui, c'est forcément Roy Keane, irlandais. Évidemment, les Irlandais ne lâchent jamais. Et qui fait une faute, et surtout une faute sur Zidane. Une faute nécessaire parce que c'est Zidane, il prend un jaune, donc il ne jouera pas la finale. Et à partir de là, il aurait pu lâcher le match, se dire bon bah. Et en fait, il reste concentré à fond. Il se sacrifie pour l'équipe, il s'est vraiment sacrifié et il n'a pas joué la finale. Mais s'il n'avait pas été là, en plus c'est lui qui marque le premier but. Donc une fois de plus, les remontadas, voilà, c'est ça, les remontadas révèlent les hommes, les grands hommes, très grands hommes.